Fans des Canadiens, fans des Espoirs, bienvenue dans ce premier épisode des rapports hebdomadaires des Espoirs du CH. C'est une première en format vidéo parce que depuis le début de la saison, je produis des rapports hebdomadaires sur les Espoirs du CH à l'écrit. J'ai décidé de tourner ça en vidéo également pour être en mesure de, premièrement, vous montrer quelques highlights de la semaine et également de couvrir plus en profondeur euh, de ce que je peux faire à l'écrit, en fait, au niveau des analyses. Euh, le format va être seulement en vidéo. Il ne sera pas accessible en audio. Vous comprendrez qu'avec les highlights vidéo, c'est difficile de faire un format audio. Donc, vous avez juste à vous abonner à la chaîne YouTube de TSLH. Je vous rappelle que dans les prochaines semaines, on va sortir on va commencer en fait à sortir notre contenu du repêchage 2023. Donc, nos listes de mi-saison vont être disponibles. On a un podcast qui s'en vient là-dessus également. Donc, pour être sûr de ne rien manquer, abonnez-vous à nos plateformes. Pour le rapport hebdomadaire des Espoirs du CH, je vous mets un peu en contexte. L'épisode est enregistré, mais à l'occasion, pour le reste de la saison, je vais essayer de faire des épisodes en direct pour que je puisse répondre à vos questions sur les espoirs du CH. Majoritairement, je regarde le rendement statistique. Je vais aller regarder quelques séquences. C'est pas réaliste de dire que je regarde tous les matchs, même que je vais être très honnête, je ne regarde pas tous les matchs des espoirs du CH. C'est impossible à faire. Je ne prétendrai jamais regarder tous les matchs. Mais je suis attentivement ce qui se passe. Je vais observer les séquences. Donc, c'est un peu le procédé que je fais depuis le début de la saison pour mes rapports écrits. Puis ça va être la même chose pour les rapports vidéo. La mouture de cet épisode, c'est simple, ça va être assez court. C'est pour vous présenter, pour vous garder à jour sur les espoirs du CH. Je vais présenter d'abord les 5 meilleurs marqueurs de la semaine, puis ensuite, on va y aller avec les headlines, donc les sujets un petit peu plus intéressants à élaborer pour la semaine. Puis, on va terminer avec des nouvelles en rafale, juste des mises à jour sur certains joueurs, des développements qui se sont passés, des blessures, peu importe. Donc, ça va être un peu la section fourre-tout du rapport hebdomadaire. Donc, merci de nous suivre, puis bienvenue dans ce premier rapport hebdomadaire des espoirs du CH. On starte ça immédiatement avec le top 5 de la semaine. Top 5 qui est occupé par des espoirs de la LHJMQ. On y va premièrement avec le meilleur marqueur des espoirs du CH cette semaine. C'est Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. 6 buts, 4 passes en 3 matchs. Joshua qui a connu une très bonne semaine. On va y revenir dans les headlines. Je vais vous parler un petit peu de mes attentes pour le reste de la saison pour Joshua Roy. En deuxième position, avec 9 passes, pas de but pour Riley Kidney cette semaine, mais 9 passes en 2 matchs. Riley Kidney, ça lui fait un grand bien d'être dans une formation qui a un support offensif avec lui. Donc, je vais revenir également dans les headlines. La majorité des joueurs qui sont présentés dans le top 5 de la semaine, je vais revenir sur leur performance pour cette semaine. Au troisième rang, Sean Farrell, qui a connu une très bonne semaine également. 3 buts et 2 passes en 3 matchs. Sean Farrell qui a joué la finale du Beanpot Tournament, un tournoi qui regroupe des équipes dans la région de Boston. Un tournoi qui se tient au TD Garden. Harvard qui s'est incliné en fusillade contre les Huskies de Northeastern, la formation de Jaden Struble. On aura l'occasion d'en parler plus loin dans l'épisode. Au quatrième rang, Philippe Méchard, qui a terminé avec 1 but, 2 passes cette semaine en 3 matchs. Mais dans le cas de Méchard,
on peut parler d'une semaine un petit peu décevante, même s'il a été le 4e plus productif des espoirs. Je m'explique, c'est que sa formation, les Rangers de Kitchener, a connu un match de 10 buts contre les Greyhounds de Sault Ste. Marie et Béchard a terminé le match avec une passe. Puis Francesco Pinelli a marqué, ses coéquipiers de trio ont marqué et Méchard a eu de la difficulté à s'inscrire sur la feuille de pointage. Méchard, cette année, je pense que les attentes étaient assez hautes. Je pense aussi que c'était un petit peu démesuré de penser que ce gars-là allait produire à 2 points par match. Des projections qu'on a pu voir à l'occasion sur les réseaux sociaux. Je pense que Méchard est pas habitué à ce calendrier-là, un calendrier qui est quand même plus chargé qu'en Extraliga. Oui, il a joué avec des adultes l'année passée, mais ce n'est pas un gage de réussite. L'année passée, en Slovaquie, Méchard ne jouait, je ne dirais pas jamais, parce que c'est arrivé, à quelques occasions qu'il jouait 2 matchs en 2 soirs, mais c'était quand même assez rare. Là, dans la OHL, il y a des semaines qui jouent 4 matchs dans la même semaine. Donc, c'est une charge de travail qui est un petit peu plus exigeante pour lui. Et en entrevue avec Marco D'Amico du Montreal Hockey Now, il a avoué être fatigué tant mentalement que physiquement. Donc, ça fait partie de l'apprentissage. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport à ça. Mais une petite déception au niveau de l'apport offensif. Philippe Méchard, qui avait beaucoup de choses à travailler au niveau de l'implication physique, au niveau de la périphérie. C'est un joueur qui joue beaucoup en périphérie, puis depuis le début de la saison. J'aurais aimé voir une plus belle progression à ce niveau-là. Donc, mais 4e meilleur marqueur pour les espoirs cette semaine. Et je termine le top 5 de la semaine avec Jared Davidson, qui est un producteur de points. C'est un gars de 20 ans dans la WHL avec les Thunderbirds de Seattle. 2 buts, une passe en 3 matchs. C'est une production un petit peu en deçà de ce qui nous a habitués cette année. Davidson, c'est comme un joueur de 20 ans dans la LHJMQ qui va récolter des points de match en match. C'est un joueur que j'ai hâte de voir avec le Rocket de Laval, un dynamo offensif qui s'implique également. Mais il ne faut pas non plus virer fou. Là. C'est un gars de 20 ans dans la CHL. Donc, ce sera à suivre pour la transition au niveau du hockey professionnel. On passe maintenant aux headlines. Qu'est-ce que j'entends par headlines? C'est vraiment les petits points qui m'intéressent cette semaine au niveau des espoirs. Puis, je vais revenir sur la LHJMQ. Commençons d'abord par Riley Kidney. Tout à l'heure, je soulignais le fait que maintenant, il est entouré avec les Olympiques de Gatineau. Moi, personnellement, Riley Kidney, c'est un joueur que j'ai peut-être un petit peu de misère à lire, mais avec le Titan de l'Acadie Batters, c'était difficile d'avoir une lecture juste de ce joueur-là. Je m'explique. J'ai toujours eu la crainte que Riley Kidney allait être un joueur qui ramasse les points dans la LHJMQ, mais qu'au niveau professionnel, ça pourrait être difficile. Cette saison, surtout depuis son arrivée avec les Olympiques de Gatineau, on voit qu'il attaque plus souvent l'enclave, on voit qu'il va dans le trafic, qu'il crée des jeux pour ses coéquipiers, puis là, maintenant, avec les Olympiques de Gatineau, ça fonctionne. Donc, c'est une belle progression à voir. On va continuer de suivre ça. Très hâte de le voir en série également. Il va avoir un rôle clé pour la conquête de la Coupe du Président dans la LHJMQ. Donc, ce sera à suivre pour Riley Kidney. Puis c'est la même chose pour Joshua Roy, qui a connu une très bonne semaine. Je le répète, 6 buts et 4 passes. Joshua Roy qui... ça n'a pas toujours été parfait cette saison. Au niveau de l'implication surtout, on aimerait un petit peu plus de constance au niveau de l'implication, tant défensif que d'aller chercher des rondelles. C'est pas toujours le prototype qu'on voit au championnat mondial junior. Joshua Roy. En série,
c'est exactement ce prototype-là qu'on veut voir. Puis j'ai très hâte de voir les séries qui vont s'approcher parce que autant Riley Kidney que Joshua Roy, les deux sont dans des équipes aspirantes. Puis ça va être intéressant de voir leur rapport au sein justement d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. J'enchaîne avec Tyre Smilanic. On saute complètement de la LHJMQ, on s'en va dans la NCAA. Tyre Smilanic, son cas a fait un petit peu jaser cette année. Pourquoi? Parce qu'il a manqué beaucoup d'action. C'est un gars qui a raté beaucoup de matchs pour des motifs personnels. Ça a été difficile de savoir pourquoi, mais récemment, il s'est confié à Ryan Spikes du site web College Hockey News et il révèle que, en fait, l'espoir des Canadiens lutte avec des problèmes de santé mentale. C'est beaucoup au niveau de la pression, puis de son changement d'université qui fait en sorte que c'est difficile cette année. Le moral n'est pas toujours là. L'espoir du CH assure qu'il est suivi par Rob Ramage, par l'Organisation des Canadiens. Il soulève que l'organisation a été super respectueuse dans la situation, mais c'est pas facile. Puis, Smilanic s'est encore absenté. Dans le fond, il a raté 2 mois d'activité à peu près, puis il est revenu au jeu, mais ça fait 2 fins de semaine qu'il ne joue pas. Donc, ça va être à suivre. C'est une saison très décevante pour Smilanic. C'est un espoir qui a été acquis dans la transaction de Ben Sherratt. Saison 2022-2023, très difficile pour lui. On espère simplement que sa progression ne sera pas ralentie, mais ses matchs, lorsqu'il est revenu au jeu, c'était un petit peu difficile au niveau du timing, au niveau du patin. C'est sûr qu'après 2 mois d'inactivité, c'est difficile. Puis les Badgers de Wisconsin n'ont pas nécessairement la meilleure équipe cette année. Donc, ce sera à suivre une petite saison décevante pour Tyre Smilanic. Je vous conserve dans la NCAA. On se tourne vers Lane, le bon vieux Lane Hudson, qui a connu une semaine en 2 temps, je dirais. En fait, un match en 2 temps. Le match contre Merrimack qui a obtenu un but et une passe. On a tous vu le highlight sur Twitter, son but en 2e période qui a battu le buzzer, en fait un buzzer beater en 2e période. Je vous le présente à l'écran. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'en haut de la zone, il a complètement déjoué son couvreur. Comme Lane Hudson est capable de nous offrir l'année passée ou encore même cette année, c'est un gars qui est trompeur, c'est un défenseur qui est capable de camoufler ses intentions. Il nous l'a montré plusieurs fois depuis son repêchage. Puis, ce qui arrive, c'est que c'est un gars qui a vraiment un temps de réaction assez rapide. Donc, une petite feinte pour tirer, bat son couvreur, bat le gardien de but avec un tir. Il a marqué à point quelques secondes pour, dans le fond, égaliser la partie contre Merrimack. Il est allé chercher une passe également dans ce match-là. Par contre, quand je parle de match en 2 temps, c'est que Lane Hudson, ce qui m'a interpellé dans ce match-là, cette semaine, c'est ses 2 points, mais son différentiel de -3. Puis souvent, on parle de différentiel comme une statistique qui est peu révélatrice, mais dans le cas d'Hudson, dans ce match-là, ça a été très difficile défensivement. Je vous mets à l'écran les séquences soulevées. Dans le fond, on parle beaucoup de softness dans sa zone défensive. Ce que j'ai observé, c'est beaucoup les lignes de passe. Il a semblé surpris ou il a semblé mal analyser le jeu qui s'en venait, ce qui fait en sorte que ça a amené à des buts de Merrimack. C'est pas la fin du monde là, pour Lane Hudson, honnêtement, c'est pas une plaie défensive, là, Hudson, loin de là. Mais comme on voit à l'écran, là-dessus, il a semblé complètement surpris de la passe. Il a mal anticipé la ligne de passe pour essayer de la couper à la dernière minute, puis ça n'a pas fonctionné. Un but en prolongation à 0,1 seconde, c'était à la fin de
la prolongation. Donc, autant qu'il a battu le buzzer en deuxième période, autant que sa couverture de ligne de passe déficiente a fait en sorte que Merrimack a battu le buzzer en overtime. C'est pas dramatique, honnêtement. Comme je le dis, c'est pas une plaie défensive, Hudson, mais c'est des choses qu'il va avoir à travailler dans sa progression à NCAA. Donc, j'en viens à dire, est-ce que ce gars-là est prêt à sauter professionnel? Probablement pas. Pas à cause des séquences qui sont montrées présentement à l'écran, mais en général, au niveau décisionnel dans sa zone, il y a des choses à travailler. Reste que Lane Hudson, offensivement, c'est un gars qui nous plaît, c'est un gars qui plaît aux partisans, et avec raison, parce qu'il peut changer l'allure d'un match du moment qu'il prend la rondelle sur sa palette. Donc voilà, Lane Hudson, dans le fond, il termine sa semaine avec ces 2 points-là dans ce match-là. Donc, c'est pas une mauvaise semaine pour Lane Hudson, mais il nous a habitués à un petit peu plus. Reste que sa saison est incroyable. C'est un gars qui peut facilement être dans la discussion pour le Hobey Baker cette saison. On reste dans la NCAA avec le bon vieux Sean Farrell. Sean Farrell qui est dominant cette année. On parle d'une production de 46 points en 27 matchs actuellement. Au tournoi Beanpot, il a littéralement mené son équipe en finale. Malheureusement, ils se sont inclinés en finale contre la formation de Jalen Strouble. En fusillade, il n'a pas été en mesure de battre Devin Levi, mais il a connu un bon match quand même. Sean Farrell qui, en fait, a connu une meilleure semaine dans la NCAA, à son retour en NCAA, en fait. A cumulé 3 buts et 2 mentions d'aide à son retour dans la ligue. Sean Farrell n'a plus rien à apprendre dans la NCAA. Là, sérieusement, c'est un gars en possession de rondelles qui est efficace. Il repère ses coéquipiers facilement. C'est un gars hyper intelligent sur la patinoire. Puis, j'arrêterai pas de le mentionner, mais c'est un gars qui joue gros. C'est un petit joueur qui joue gros. Dans les coins de patinoire, il va chercher les rondelles, il gagne ses batailles, puis en entrée de zone, c'est un gars très, très, très efficace pour transporter la rondelle et installer l'offensive. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est aussi un gars qui travaille bien autour du filet. Il est petit, mais il s'en va se salir le nez souvent, puis ça a été payant cette semaine. Il a récolté des buts de cette façon-là. Vous voyez également les passes transversales, c'est quelque chose qui est acquis pour lui. Il cible déjà son option alors que le jeu n'est pas encore décidé. C'est un joueur qui va toujours penser un coup d'avant. C'est un gars qui va prendre sa décision avant même que la rondelle arrive. Puis on l'a vu sur la dernière séquence, lorsqu'il rejoint son coéquipier de l'autre côté de l'enclave, c'est des jeux qu'on voit régulièrement du côté de Sean Farrell. Donc, une très bonne saison qui se continue pour Sean Farrell. Je pense que si Lane Hudson peut être dans la discussion pour le Hobey Baker, je ne crois pas qu'il le gagne, mais Sean Farrell, définitivement, pourrait être dans le top 5 des joueurs admissibles au Hobey Baker. Puis il ne faut pas oublier, le Hobey Baker, c'est pas juste au niveau des performances sur la glace, mais aussi au niveau de l'éthique, au niveau scolaire également. Et Sean Farrell est performant dans ces 2 sphères en dehors de la patinoire. Donc, clairement, pour moi, c'est un favori pour le trophée Hobey Baker. Je continue dans les headlines. J'ai rédigé un texte cette semaine au niveau des signatures des espoirs du Canadien. En fait, je présentais 5 espoirs qui risquent de ne pas signer avec les Canadiens. Entre autres, le pipeline russe. Le pipeline russe qui n'est pas très attrayant présentement. Par là, je parle de Alexander Gordon, Dimitri Kostenko et Daniil Sobolev. Sobolev qui joue en CHL par contre. Contrairement aux 2 autres joueurs, que Gordon joue en VHL, donc le niveau en dessous de la KHL. Et Dimitri Kostenko joue, lui, en KHL 2 à 3 présences par match.
vous voyez le genre un peu, c'est le type de défenseur Kostenko qui est difficile à évaluer parce qu'il ne joue pas. Puis quand il joue, c'est difficile, puis on peut le comprendre. C'est un peu un cercle vicieux là, dans son cas. Là. Mais je ne crois pas vraiment que ce défenseur-là va se dénicher un contrat éventuellement avec les Canadiens. Même chose pour Daniel Sobolev, qui, de ce qu'on m'a dit, là, ça vaut ce que ça vaut, là, c'est ce qu'on m'a raconté, mais l'organisation aurait regretté cette sélection-là l'année suivant son repêchage. C'est une sélection qui est issue de l'ancienne administration. Puis Sobolev ne produit pas, c'est pas le défenseur au potentiel qu'il avait. C'est pas le défenseur qui performe à la hauteur de son potentiel. Donc, présentement, je pense que Daniel Sobolev ne se magasine pas un contrat avec les Canadiens, tout comme Alexander Gordon, choix de 6e ronde. Un franc-tireur qui produit très peu et qui s'implique dans aucune autre facette du jeu que de tirer au filet. Donc, c'est très difficile pour Alexander Gordon. Sa progression est nulle. Nulle dans le sens, il ne progresse pas. Donc, c'est difficile de l'imaginer avec un contrat avec l'organisation. Au niveau des joueurs qui n'obtenaient pas de contrat, puis c'est vraiment une projection, Jake Gorniak, je ne le vois pas signer avec l'organisation non plus. Peut-être un contrat à la Brett Stapley, un contrat AHL qui pourrait jouer avec les Lions de Trois-Rivières, mais c'est vraiment dans le maximum que j'entrevois pour lui. Sinon, il y a le cas de Jayden Trouble. Jayden Trouble qui doit avoir un contrat cet été, en fait. Il doit absolument signer cet été son contrat d'entrée pour la NHL. C'est un cas épineux. Je ne dis pas qu'il ne signera pas de contrat cette année. Je pense que, comme mon collègue Pascal le soulève régulièrement dans ses interventions concernant Trouble, je pense que c'est du cheap labor pour Laval. C'est un défenseur que, s'il veut signer à Montréal, ben, on peut le signer, puis il va remplir un chandail, il va continuer sa progression avec le Rocket de Laval, quitte à ce qu'il progresse vraiment bien et qu'il vienne se chercher un spot dans l'alignement. Par contre, du côté du joueur, quand je regarde l'alignement ou la hiérarchie actuelle chez les défenseurs, on voit des gars comme Arbor Chakai, on voit des gars comme William Trudeau qui progressent très très bien dans l'organisation. À la limite, Jonathan Kovacevic qui a un style de jeu qui peut aller au niveau physique, qui peut apporter, qui peut jouer des minutes. Je vois difficilement Trouble obtenir une opportunité à moyen terme au sein des Canadiens. Donc, est-ce qu'il va décider de se prévaloir de son autonomie? Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Je pense que si Montréal a une chance de le signer, ils vont le signer parce que tu peux développer un gars comme ça, mais dans le style qu'il joue présentement, puis surtout basé sur le fait que Strouble a peu progressé dans la dernière année. C'est encore un défenseur physique qui est pas mauvais en relance, mais il n'y a pas beaucoup de progression. Il n'y a pas d'élément qui peut le faire ressortir devant des gars comme Trudeau et Jacky qui ont progressé très rapidement au sein de l'organisation. Donc, c'est un cas épineux. Je ne dis pas qu'il ne signera pas, mais j'ai pas tant espoir qu'il signe, honnêtement. Je pense que ce serait plus un move qui proviendrait de lui là, avant tout, mais ce sera à suivre. Puis je termine avec Arvid Henriksson. Il ne signera pas à Montréal. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre pour lui, honnêtement. En bref, on y va rapidement avec nos nouvelles. En bref, habituellement, dans un rapport d'observation, d'un rapport hebdomadaire des espoirs du CH, lorsque les joueurs sont rappelés dans la NHL, j'écris pas sur eux, je les couvre pas parce que la raison est simple, c'est que les gens le voient.
J'imagine que les gens qui écoutent présentement regardent les Canadiens à la télé. Ce qui est plus difficile, c'est de suivre les espoirs. C'est pour là que le TSLH, c'est pour ça que le TSLH Espoir a été créé. C'est pour justement informer les gens qui ont peu ou pas le temps de suivre les espoirs. Donc, aujourd'hui, je fais une exception. Raphaël Harvey-Pinard. Honnêtement, ce qu'il fait chez le Canadien présentement, c'est tellement mérité. Raphaël Harvey-Pinard avec le Rocket, c'est un gars qui, même lorsqu'il ne produit pas, est en mesure d'avoir un impact sur la patinoire. Il va constamment essayer. C'est vraiment un gars, là, en série l'année passée, avec le Rocket, c'était un gars qui, tu regardais les statistiques, c'était pas un gars qui marquait des buts dans les premières rondes, mais c'était le gars de la formation qui générait le plus d'occasions de marquer. Il essaye, puis il essaye constamment. Puis, à un moment donné, ça fonctionne. Puis quand ça débloque, ça débloque. Là, avec le Canadien, ben, ça débloque, clairement. 7 buts, 9 points en 12 rencontres dans la NHL. Très mérité pour le Québécois. Honnêtement, là, Raphaël Harvey-Pinard, on le côtoie, moi et Jessica, quand on est à la couverture du Rocket dans le vestiaire. Puis c'est tellement un bon kid. C'est un gars qui répond très bien aux questions, même dans la défaite, dans les périodes un petit peu plus creuses. C'est un gars qui reste authentique avec sa personne. C'est quelque chose qui ressortait beaucoup dans la LHJMQ. Puis je trouve que ça se perpétue dans le hockey professionnel. Donc, vraiment content, honnêtement, du développement de cet espoir-là. Tu sais, c'est pas pour être rabat-joie, mais je pense pas que sa production va être durable. Le bon vieux terme sustainable. Je pense pas que sa production va être sustainable sur une saison de 82 buts. On ne parle pas ici d'un marqueur de 40 buts. Là. Mais je pense que ça peut être vraiment un joueur de rôle important dans à moyen terme pour les Canadiens de Montréal, Raphaël Harvey-Pinard. Puis son cas peut vraiment en inspirer d'autres, dont le prochain espoir que je vais parler, Xavier Simoneau. C'est un petit peu plus difficile depuis son retour de blessure. Je ne sais pas si la visière complète lui nuit. Sa blessure, il a peut-être donné une petite crainte, mais je le trouve un peu moins dégourdi, sa patinoire pour le Rocket. Depuis son retour au jeu, en fait, il a cumulé que 8 points. C'est pas mauvais, mais il y en avait 18 avant. Il s'imposait chez les meilleurs recrues de la Ligue. Là. Puis là, c'est un petit peu plus difficile. On va espérer que ça passe. Puis j'ai pas de misère à croire que ça va passer. C'est un gars qui se démarque dans les batailles à 1 contre 1 pour la rondelle. Puis à ce niveau-là, je trouve qu'il y a une petite baisse dans les derniers matchs. Mais je ne suis pas inquiet que ça va revenir. Toujours dans les nouvelles en bref, Emmett Croteau, le gardien de but des Blackhawks de Waterloo dans la USHL, repêché par les Canadiens au dernier repêchage. Emmett Croteau n'a pas beaucoup gardé les buts cette saison. En 2 mois, en fait, c'était son premier départ le 10 février dernier. C'était son premier départ en 2023. Très bon match. 36 arrêts en 37 lancés. Donc là, à ce moment-là, j'ai vu ce rendement-là et je me dis, il va peut-être jouer un petit peu plus. Le match d'après, 4 buts en 19 lancés. Très mauvaise performance. Donc, les séries approchent dans la USHL et j'ai bien l'impression qu'Emmett Croteau n'aura pas le filet pour les séries. Donc, c'est Jake Spicer qui va garder les buts. Donc, une progression très difficile à évaluer pour le gardien de but. Frédéric Descartes, on l'a vu la semaine dernière, ou il y a 2 semaines de mémoire, a eu quelques départs, ça a très bien été. Cette semaine, il est venu en relève à Lars Johansson dans la SHL et a concédé seulement qu'un but en 13 tirs. Donc, pas une mauvaise performance. Il a gardé son équipe dans le match. Le match était très peu serré, puis Frolunda a fait y revenir. Là. Donc, bonne performance de Frédéric Descartes. Dans les nouvelles rapides,
Joe Verbetic, cette semaine, n'a pas gardé les buts pour les Lions de Trois-Rivières. Il était malade. Donc, ce n'est pas une blessure qu'il a subie, mais bien le fait qu'il est malade. Puis, je conclurai en terminant avec Petteri Nurmi. Peter, comme dirait l'ami Pascal. Pas une mauvaise semaine, Petteri Nurmi dans la Liga. 2 passes en 2 matchs, ce qui semble pas très, très incroyable, mais dans un match, il a dirigé 7 lancers au filet. On veut le voir produire plus d'offensives, puis ben, les occasions s'en viennent, donc ça devient intéressant à ce moment-là. C'est ce qui complète le rapport d'observation, le rapport hebdomadaire d'observation des espoirs du CH. Donc, c'était une première. Écoutez, je vais sûrement m'ajuster, trouver des petites façons d'amener des choses un petit peu plus d'observation. Là, c'est sûr qu'avec les observations du repêchage 2023, les matchs des espoirs du CH sont mis de côté un petit peu, mais c'est un format que je suis content de vous offrir en vidéo. Le texte est disponible sur le site de toutsurlehockey.com. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour de plus amples rapports hebdomadaires des espoirs du CH. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.